Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Je vais faire une petite vidéo différente aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du manga Shingeki no Kyoji, l'attaque des titans, avec un scope un peu différent. On a tous remarqué que cette série avait quelque chose en plus par rapport au manga qu'on regardait quand on était petit. Soit Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, Bleach ou encore Hunter x Hunter. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre vraiment Shingeki no Kyoji dans une catégorie à part et vous raconter peut-être pourquoi est-ce que cette série nous touche aujourd'hui beaucoup plus au niveau de son scénario et au niveau du déroulement de l'histoire qu'a bien voulu nous proposer Isayama. Pour ça, je vais d'abord vous parler d'un magazine de prépublication qui s'appelle le Shonen Jump et qui regroupe toutes les semaines 20 histoires, 20 scans de 19 pages écrits par nos mangaka préférés. Si vous avez regardé un petit peu Bakuman ou si vous êtes un petit peu renseigné sur le wiki Shonen Jump, vous savez comment ça fonctionne. Pour être publié dans le magazine, un mangaka doit proposer un scan, un one-shot de 50 pages. Si celui-ci, une fois dans le Jump, est admis et accepté par les différents lecteurs, alors il sera proposé pour une publication hebdomadaire. Comment est-ce que ça se passe? Chaque semaine, vous avez vos 20 chapitres et vous avez également un questionnaire qui est à l'intérieur. Tous ceux qui lisent au Japon le Weekly Shonen Jump vont devoir classer les mangas, un peu comme sur YouTube, en indiquant leurs 3 mangas préférés. Une fois que tous ces votes sont remplis et qui sont comptabilisés par les éditeurs du journal, on va faire un classement. À partir de ce classement-là, on va trier les séries, de la première à la 20e. Si vous êtes dans les 3 dernières places pendant 10 semaines d'affilée, vous avez des avertissements et vous sortez du magazine. Votre manga est fini. Qu'il soit pré-publié, qu'il ait une série, votre manga ira à la trappe. C'est fini. Donc pour ce faire, les 20 auteurs qui sont dans le manga, qui sont dans le magazine, pardon, devront écrire la meilleure histoire avec un cliffhanger à la fin pour s'assurer d'avoir le vote des lecteurs. C'est ce qui donne le genre de série qu'on a avec les mêmes thèmes qui sont abordés. C'est-à-dire un héros qui a des difficultés, qui est en position inférieure de ses camarades et qui va utiliser un de ses points faibles ou un de ses talents pour pouvoir progresser et devenir de plus en plus fort pour battre des ennemis et faire avancer l'histoire. C'est les codes du shonen. On a été habitué à ces codes depuis tout petit. C'est ces codes qu'on a suivis avec une personne qui est un petit peu différente, Sangoku et son pouvoir, Naruto et sa spécificité, One Piece avec Luffy et son rêve, et qui vont devoir gravir les échelons pour aller dans des sphères de plus en plus hautes et affronter des ennemis de plus en plus puissants. C'est comme ça qu'est rythmé un shonen. Pour Shingeki no Kyoji, c'est un petit peu différent puisque c'est un manga qui est publié de manière hebdomadaire. Et que pour tenir le lecteur en alerte, pour le tenir en haleine, pardon, il a fait un choix stratégique, c'est de rien nous donner comme information. Dans Naruto, dans One Piece et dans Bleach, on sait quel est le but du héros. On sait quel pouvoir il a. On sait quelle est sa petite capacité en plus qui va lui permettre de jouer une carte un peu meilleure que celle de ses adversaires. On a directement une description psychologique de ses attentes, des différents combats qu'il va devoir affronter et des étapes psychologiques qu'il va devoir nous amener. Et pour ça, l'auteur nous donne des clés. Il va nous décrire l'univers, il va nous décrire les pouvoirs, et il va nous décrire le pouvoir des adversaires et les conditions qui vont amener un petit peu le combat et le petit piment qu'on va attendre. Pour Shingeki no Kyoji, c'est complètement différent. On va pas se baser sur un manga type shonen de base, on va plutôt se baser sur un huis clos. Effectivement, on a la population mondiale qui est derrière des murs, mais on ne sait rien. On ne sait rien de l'histoire, on ne sait rien du monde environnant, et on n'en sait rien des pouvoirs mis en place. On ne sait même pas s'il y a des pouvoirs mis en place. Et chacun de ces thèmes-là que j'ai cités va être donné petit à petit par l'auteur au lecteur pour nous tenir en haleine. Je prends une clé très simple. Dans Bleach, on a ce qu'on appelle la pression spirituelle. Dans Naruto, on a ce qu'on appelle le chakra. Ou dans Hunter x Hunter, le nen. Et dans Shaman King, c'est le furyoku. Dans Shingeki no Kyoji, le pouvoir, c'est se transformer en titan. Ce pouvoir se déclare qu'à partir de la fin du tome 2, on ne sait pas comment il se développe, on ne sait pas si tout le monde peut l'avoir, et on ne sait pas comment est-ce que notre héros a pu l'avoir. Toutes ces réponses vont être données scan après scan dans la suite des épisodes pour tout de suite nous mettre en haleine. On va avoir les mêmes idées et les mêmes informations que le personnage principal. Il n'y aura pas de voix off pour nous dire en amont comment est-ce que le pouvoir se déclenche,
comment est-ce que le titan se réveille, etc. Et tout va être mis de la même manière. L'information sur le monde, à savoir quels sont les différents continents, quels sont les systèmes politiques mis en place, va nous être également donnée petit à petit, d'épisode en épisode, alors que dans les mangas comme Naruto, Bleach ou One Piece, tout est donné dès le début. Dans One Piece, tu es sur Grand Line ou tu es sur North Blue, tu as tel pirate à affronter, et si tu les affrontes, tu auras tel prime de tel million de berries directement sur ta tête, et ça te permettra d'avoir tel équipage et d'affronter telle personne pour passer tel cap. Ici, on n'en sait rien. Les adversaires, on ne sait pas qui ils sont. Est-ce que ce sont vraiment les titans? Est-ce que ce sont vraiment notre allié? Est-ce que c'est vraiment le système politique? Et c'est en avançant avec le héros dans son huis clos qui va s'écarter petit à petit qu'on va voir les différentes clés qui vont nous surprendre et qui vont nous amener à la suite du développement de l'histoire. Et c'est ça qui nous a été proposé par Isayama dès le début dans le magazine par 30 pages où le lecteur ne sait rien. On arrive et on a directement une attaque avec un titan. Le titan colossal qui est amené dans la première couverture comme le boss de fin. Dans les différents mangas, le boss de fin nous est présenté après pas mal de déroulements pour nous présenter un petit peu le cadre des personnages en disant attention, c'est lui qu'il va falloir battre à la fin. Dans Shingeki no Kyojin, c'est complètement l'inverse. Dès le tome 1, on a le boss de fin qui vient et qui pète le mur. L'action est directement lancée et on voit l'incapacité des héros à affronter un adversaire aussi fort. C'est déjà ça qui nous met en haleine. Comment est-ce que les personnages vont pouvoir se débrouiller dans un monde aussi chaotique avec des ennemis aussi puissants? À la suite de ça, toutes les clés qui sont données aux héros pour progresser, là aussi nous seront cachées. Eren se transforme en titan, comment? Pourquoi? Est-ce que tout le monde peut le faire? L'histoire de la seringue, est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est un piège? On n'en sait rien. Et petit à petit, c'est peut-être qu'à la saison 3 qu'on va nous donner toute l'origine d'un pouvoir, c'est-à-dire que un Eldien, un humain, peut être piqué par une seringue et être transformé en titan. Et si lui-même avale un titan shifter, il pourra se transformer en titan shifter. On apprend beaucoup plus tard que les titans shifters, il n'y en a qu'un nombre limité, qui correspondent à un enchaînement alimentaire. Donc c'est un titan shifter qui a été mangé par un titan, qui avait lui-même un titan shifter, etc., etc., etc. Pour la famille royale et les différents pouvoirs qui nous sont liés, là encore, ça a été donné maintenant. Et les pouvoirs qui font qu'une population est restée derrière un mur, ça nous a été donné très tard. Tous les éléments du scénario qui servent déjà à construire l'histoire nous sont donnés beaucoup plus tard. Et ce qui fait qu'on arrive à des rebondissements hyper intéressants, qu'on sort un petit peu de l'ombre, qu'on a un petit peu comme dans le siècle des Lumières, des révélations qui nous sont faites petit à petit, et pas donné directement en clé gratuite comme dans les mangas qu'on a l'habitude de lire et dans les shonen qu'on a l'habitude de lire. C'est pour moi un point intéressant qui nous a ramené à avoir une réelle curiosité pour ce manga-là. Une autre chose, si vous avez un petit peu suivi l'histoire du Japon, vous pouvez savoir que le renfermement sur soi-même et notamment sur un territoire assez fermé correspond beaucoup à l'histoire du Japon aux différentes périodes où les Japonais ont complètement fermé leurs frontières extérieures, se sont coupés du monde et ont complètement vécu entre eux. Isayama avait vraiment une critique à ce niveau-là, des bienfaits de cette technique, enfin en tout cas de ce fait historique, et les points faibles de ce fait historique. Autre chose qui va être beaucoup développée, c'est le pouvoir. Au Japon, vous avez eu, contrairement à la France, où les rois et les différentes dynasties ont été destitués par un combat, par un pouvoir de force, par un déséquilibre des classes. Au Japon, quand il y avait un pouvoir en place et qu'on avait un autre clan qui devenait assez puissant, il conservait le pouvoir en place et il agissait dans l'ombre. Dans Shingeki no Kyojin, on a exactement cette critique-là avec le faux roi qui était en place et avec le bataillon d'exploration qui fait un coup d'état et qui nous amène à la vérité qui est que le roi actuel n'était qu'un pantin, n'était qu'une marionnette et c'était la famille Reis qui détenait les pouvoirs. Donc toutes ces origines nippones ont été vraiment inspirantes pour Isayama et c'est aussi également la publication hebdomadaire et la confiance de ses éditeurs qui lui ont permis de développer une histoire sans donner aucune clé directement au lecteur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, arrivant à la saison 3, on a des petites informations qui étaient données habituellement très tôt dans le manga et qui font aujourd'hui comme un effet d'explosion au niveau révélation et qui nous permettent d'avoir un tel goût quand on peut regarder n'importe quel scan ou n'importe quel épisode. Donc voilà, je voulais un petit peu éclaircir ces différents points-là. N'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo. Si vous êtes d'accord, mettez-le en commentaire. Et sinon, j'essaierai de faire des vidéos un petit peu comme ça d'analyse de manga par rapport aux éditeurs, par rapport au style de publication et par rapport à l'époque où on est. Si on regarde par exemple, ne serait-ce que dans la longueur,
quand on regardait avant les épisodes de Captain Tsubasa ou les scans de Captain Tsubasa, si on regardait Dragon Ball Z,